Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est réalisateur. L'Empire, son 13e long métrage, sort sur les écrans mercredi prochain. Son histoire, la guerre des étoiles chez les ch'tis. Soit le bien face au mal, soit l'origine du monde et sa destruction possible, soit le mystère de l'amour qui surgit, le tout sur la côte d'Opale et armé de sabres laser. Vous l'aurez compris, bien, mal, monde, amour, et j'y mets des majuscules. Il s'agit ici de revenir au principe premier, au mythe fondateur, mais version contemporaine et terrestre. Que se passe-t-il quand cela se mélange aux humains, quand ils débarquent dans la caverne? Qu'arrive-t-il quand sur une plage du Pas-de-Calais, des Jedi se confrontent à la réalité, forcément plus confuse, forcément plus obscure? Bonjour Bruno Dumont. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Bruno Dumont, pourquoi avoir eu recours à la guerre des étoiles pour évoquer la question du bien et du mal? Et pas autre chose, pas une autre histoire? Justement, je voulais affronter le bien et le mal de visu, les voir vraiment. Donc, sur Terre, c'est un peu compliqué parce que tout ça, c'est entremêlé, c'est souvent caché. On voit bien que ça existe, que c'est présent, mais je voulais justement rentrer plutôt dans les mythes, c'est-à-dire là où on voit les représentations et les incarnations des grandes entités, notamment morales. Donc voir le bien, voir le mal, et comprendre la raison pour laquelle ces deux entités sont venues sur Terre et pourquoi elles se sont emmêlées et pourquoi on est aussi bon que mauvais. Donc c'est pas juste une blague, c'est pas juste pour le plaisir d'un pitch de dire Star Wars dans le Nord. Et puis moi j'avais fait un premier film qui s'appelait La vie de Jésus et dont le héros s'appelait Freddy et qui était un gars mauvais. Ouais. Et il tue quelqu'un, il tue un arabe, il est raciste. Il est très 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 méchant quoi. Donc ça m'a toujours entêté de comprendre pourquoi en fait. Et donc l'idée de remonter dans une histoire fabuleuse pour expliquer pourquoi Freddy est comme il est, et pourquoi pour ça que le film parle aussi de nous, et pourquoi nous sommes comme ça, tous, à peu près pareils, mais un peu différents quand même. Donc j'ai voulu raconter un récit fabuleux et en même temps aller donc au cinéma spectaculaire, avec des effets spéciaux, enfin un truc très 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 divertissant en fait. Vous assumez ça, voilà. Vous vouliez faire du divertissement sur une question extrêmement sérieuse. Moi, j'aime bien que le sérieux soit divertissant. J'aime bien poser des questions, mais je pense pas que les questions sérieuses sont forcément emmerdantes. Donc, on peut aussi poser des questions sérieuses et s'amuser. Les temps sont proches. Sire, vous voici enfin parmi nous. Ne tardons pas. Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine. Ici, sur la Terre. Vous avez pas vu un ovni? Un quoi? Un ovni. Les humains sont attachants. C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout entière. Le prince des ténèbres doit être enlevé de la surface de la Terre. Celui qui touche à mon Freddy, il y a 2 cas à sa gueule. L'entreprise est vouée à l'échec. La gendarmerie sur le coup. Mais les humains, Johnny, sont nuls. Faites attention à ce que vous dites. Vous vous adressez quand même à la gendarmerie nationale. So what? Les forces adverses sont redoutables. Même si on est ennemi, t'es vraiment belle. Tu veux que je te la dégage? S'ils ont la force, on a la sagesse. T'as pas peur du démon, toi? J'ai surtout pas peur des hommes. C'est quoi ça? C'est une belle bande de losers. C'est peu de le dire. On s'en prend plein la gueule. À la bataille! Et qu'advienne mon empire! Allez, où la voiture? Ouais, là, la voiture qui a parti. Voilà pour la bande-annonce de votre 13e film, Bruno Dumont. Il sort en salle mercredi prochain, le 21 février. Il s'appelle L'Empire.
Donc dans votre film, j'en dis le synopsis, plus que La guerre des étoiles chez les Ch'tis, j'approfondis un petit peu. Il y a donc d'un côté la reine, interprétée par Camille Cotin, côté bien. Il y a de l'autre Belzébuth, interprété par Fabrice Lucchini. Chacun a ses disciples sur Terre. Jane du côté du bien, Johnny de l'autre, avec en jeu le Marga, fils de Johnny. Donc le Marga, c'est un bébé qui en fait serait du côté effectivement du mal. Et l'enjeu est de tuer ce Marga pour supprimer le mal et faire régner le bien. Donc si je vous ai bien comprise, Bruno Dumont, ce film étant la présuite de la vie de Jésus, le Marga, c'est Freddy en fait. Le bébé, c'est Freddy plus tard. C'est Freddy, oui. Donc c'est la boucle est faite. Pourquoi vous étiez hanté par votre premier film comme ça ? Vous vouliez à tout prix situer la fondation de ce premier film ? Non, mais c'est un film qui a toujours été... Bon, c'est mon premier film, donc c'est quand même important. Et il a toujours été ou pas bien compris, ou critiqué. Comment on peut héroïser un mec mauvais, quoi, déjà. Donc on me disait, mais c'est qui ce gars ? Voilà, donc, et je pense que c'est la vocation du cinéma et de l'art en général d'aller titiller le mal. Je pense que c'est bien de le faire. Mais je vois bien que c'est compliqué et qu'un héros de cinéma, c'est souvent un modèle. Et donc, Freddy pose problème, en fait. C'est un garçon qui pose problème au cinéma, puisque c'est un héros de cinéma. Et qui vous pose problème à vous aussi, puisque vous vouliez presque... Bien sûr, non, mais ça me pose problème. Le mal me pose problème, mais il faut bien le résoudre. Et donc, je pense que le cinéma est là pour ça. Mais en même temps, dans l'histoire du cinéma, il y a beaucoup de héros mauvais. Et dans le théâtre, je vous le dis pas, quoi. Mais le cinéma n'est pas là pour résoudre la question du bien et du mal. Il est là pour poser la question. Il est là pour poser la question du bien et du mal. Non, elle est là pour purger. Ah ouais. Ah bah, comment ? Ouais. Aristote... Non, c'est la fonction de l'art. La poétique, c'est justement de faire un travail de purgatif et de nous soulager de toute cette inhumanité que nous avons en nous. Et donc, c'est ça l'art. Donc, il faut surtout pas empêcher l'art, le théâtre, le cinéma, la littérature, de faire ce travail-là. Le cinéma, c'est pas du divertissement du tout. Hein. C'est pas fait pour rigoler, quoi. C'est fait. Ça, je pense que c'est très important dans la civilisation, ça fabrique de l'humain, quoi. Donc le cinéma est là pour, je comprends ce que vous dites, c'est la catharsis, de montrer, de représenter les émotions pour s'en purger, c'est-à-dire mais c'est Victor Hugo, c'est tout l'art, hein. Il y a tous les grands auteurs le disent depuis Sophocle. Mais ça ne résout pas pour autant le problème de la question et du mal, à savoir la question de pourquoi il y a du mal. Ah bah ça, j'en sais rien. Ça, je vous pose pas la question. Je vous dis que le cinéma ne pose cette question-là, mais il n'y répond pas. Non, mais d'abord, on peut pas répondre à tout. C'est-à-dire qu'il la nature est là, des forces sont là, il y a des forces contraires qui sont là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on les voit venir dans le film. On voit qu'il y a des forces, on voit que ces forces bataillent, et on voit qu'il y a une force particulière qui s'appelle l'amour, qui contrecarre tout. C'est-à-dire qui pose des problèmes et au bien et au mal. Mais pourquoi ? Fichtre, je n'en sais rien. Pourquoi avoir voulu remonter non pas à cette question du bien et du mal, Bruno Dumont, ou comprendre votre premier film, La vie de Jésus, avec celui-ci, mais être presque revenu à une dimension très épurée, une histoire très simple en fait, un mythe où là clairement le mal c'est Belzébuth, il y a Johnny et puis de l'autre il y a Camille Cotin et il y a Jane. Pourquoi autant d'épure dans un monde qui est, comme vous l'avez dit, si impur ? Parce que le monde terrestre est un monde qui n'est pas épuré, qui est un monde complexe, mais par contre le monde des idées est un monde, c'est ce qu'on appelle l'éther, c'est Platon, c'est-à-dire les idées sont pures. Il y a le bien, le mal, le beau, le juste, l'injuste, et tous les mythes, tous les récits fabuleux racontent des histoires entre les dieux qui s'entremêlent, qui s'opposent, qui luttent, mais en fait tout ça c'est à l'intérieur de nous. Donc c'est une façon fabuleuse de représenter toutes les batailles intestines qui se font dans notre cœur et dont nous sommes les sujets en fait. Est-ce que, si je vous pose la question de vous aviez un message à délivrer, vous allez me dire non, sûrement pas. Je vais vous dire non. Loin de moi cette idée-là. Je ne fais pas des films à thèse et je n'ai pas de message politique. Vous aviez quand même l'idée de rappeler la présence du bien et du mal et aussi quand même de dire ce bien et ce mal ne sont pas des entités pures. Nous sommes ici dans la caverne, enracinés. Voilà.
Est-ce que c'est un film anti-platonicien, anti-mythe de la caverne, en fait? Non, mais il n'y a rien de pur ici-bas. Il n'y a rien de pur. Tout est impur, tout est mêlé, tout est entremêlé, tout est caché, mais on voit quand même qu'il y a des choses belles. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de la grâce, on voit ça partout. Et en même temps, on voit qu'il y a de la disgrâce et qu'il y a du mal. On voit le mal partout, tous les jours. Et ça s'arrête jamais, qu'en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est là, qui progresse absolument pas, quoi. Donc on a beau avoir des téléphones portables, il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est le bien et le mal. C'est-à-dire ça reste, c'est ce qu'on appelle la nature humaine. Et moi, ça me passionne, cette nature humaine, parce qu'elle a pas grand-chose à faire, justement, de la modernité. Donc le cinéma serait un moyen de connaître ou de montrer cette nature humaine? Je pense le cinéma, c'est une optique, donc c'est un moyen d'exploration extraordinaire qui n'est pas intellectuel. Bon, ça c'est bien, parce que ça empêche de trop réfléchir. Moi, je filme des gens, quoi, qui se mettent en branle dans une histoire, et puis je regarde, j'ai pas d'idée tellement, vous savez, je les laisse un peu faire d'ailleurs, et je les filme pour voir comment ça se passe. Non, vous aviez quand même une idée. Un petit peu, j'ai une petite idée, mais pas tant que ça. Moi, que vous laissiez faire les acteurs, c'est une chose. Non, les acteurs ont une partie prépondérante. Je veux dire, mais vous saviez ce que vous vouliez faire, non, mais je ne sais pas. Non, mais l'acteur, il finit, quoi. C'est-à-dire, quand j'ai dit à un acteur, bon bah tu vas vers lui, tu vas vers elle, tu lui dis ça, bah c'est lui ou elle qui interprète. Bon, alors je filme. Alors après, je vois bien l'intensité qu'il peut avoir. Alors après, on fait des prises en donnant peut-être des couleurs, etc. Donc c'est vraiment c'est assez compliqué en fait. C'est pas des marionnettes comme ça que je tiens et vas-y, je tire sur un fil, etc. Un acteur, c'est très récalcitrant d'abord. Puis ils sont récalcitrants. Il y a des choses qu'ils font. C'est pas des exécutants, quoi. Ah non. Il y a des choses qu'ils veulent pas faire, des choses qu'ils peuvent pas faire parce que. Moi, je suis des acteurs qui ne peuvent pas courir. Je vais lui dire, tu cours. Je dis, non, je ne peux pas, j'ai un empêchement, quoi. Donc, on fait autrement. Mais c'est jamais un problème. C'est-à-dire que, bon, très bien, tu ne cours pas. On va revenir sur ça, votre rapport à voilà, comment vous créez, sur justement le jeu des acteurs. Mais j'aimerais en finir avec cette question du bien et du mal avec vous, Bruno Dumont. Et notamment, en fait, vous l'avez dit, on l'a compris, il n'y a pas d'entité pure, on n'est pas dans le monde de Platon, dans le monde des idées, on est dans un monde où tout est mélangé. Et ça revient régulièrement dans ce film, L'Empire. On l'a entendu dans la bande-annonce, les humains sont nuls, en même temps ils sont attachants. En fait, vous faites presque un éloge de la médiocrité. Ah non. Non. Mais en même temps, ils ont la grâce. Ils ont la possibilité d'être nuls et ils ont la possibilité d'être géniaux. Quand je dis médiocrité, c'est d'être entre les deux. D'abord, quand on dit les humains sont nuls, ce sont les chevaliers du Marga, c'est-à-dire les chevaliers diaboliques qui disent ça. Donc, ils méprisent les hommes. Donc, ils sont nuls. C'est le mal qui dit ça. Mais le bien pense qu'au contraire, que l'humanité est absolument resplendissante. Camille Cotin dit « ils sont attachants ». Voilà. Non, mais moi, j'ai une vision assez ouverte de l'humanité. Je pense qu'il y a le meilleur et le pire. Vraiment, le meilleur et le pire. Mais alors, vous ne trouvez pas que justement le risque, c'est qu'on soit toujours entre deux et que... c'est pas le risque, c'est la liberté. Notre liberté fait qu'on est entre deux et c'est à vous de choisir. Vous choisissez. Nous savons ce qu'il faut faire et nous ne le faisons pas. On sait très bien ce que c'est le bien. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on est traversé par des passions. Mais on sait très bien ce qu'il faut faire. Ça dépend, il y a quand même plein de dilemmes. Oui, c'est ça un dilemme. Voilà. Un dilemme, c'est justement... Voilà, c'est deux forces qui viennent et qui vous verse à faire ce que vous devriez faire. Mais par exemple, est-ce que vous savez pas pourquoi quand c'est limité à 90, vous roulez à 130? Parce que mais non, mais ça c'est trop simple comme exemple, Bruno Dumont. C'est comme ça. Mais non, pareil, vous avez été prof de philo, vous connaissez le dilemme du tramway? Non. Alors, on est dans un tramway, vous avez le choix, en fait, soit de continuer à rouler sur le même chemin et vous prenez le risque de tuer une mère et son enfant qui passent à ce moment-là. Oui. Mais vous avez aussi le choix, en fait, de détourner le tramway et donc de sauver cette femme et son enfant, mais vous êtes détourné et vous tuez 5 ouvriers. Quel dilemme. Oui, mais c'est un vrai dilemme. Là, il n'y a pas une question de bien. La question du bien et du mal elle-même est mélangée. Oui, mais je pense qu'on n'est jamais dans des conditions pareilles.
Ça ne se pose pas. Et puis on n'a pas la connaissance de l'avenir, donc on ne sait pas qu'il va y avoir un accident. Si on le savait, on ne prendrait jamais sa voiture. Évidemment. Quand on prend sa voiture, on ne sait pas qu'il va se passer quelque chose. Donc il y a quand même une ignorance qui nous sauve. Heureusement qu'on ne sait pas. Mais au jour le jour, on négocie tellement de mini-choses. Oui, mais on négocie des choix. On peut faire des choix sur ce que l'on connaît, mais on ne choisit pas ce qu'on ne connaît pas. Si vous avez une maladie, etc., vous ne le savez pas. Donc vous ne pouvez pas le savoir. Si vous prenez votre voiture et que vous allez faire un AVC, vous le savez? Ben non, vous ne le savez pas. Donc il ne faut pas non plus... Il faut aussi être bienveillant avec la nature humaine. On n'est pas en hyper-contrôle tout le temps et on sait tout le temps ce qu'on fait. On est toujours maître de ce qu'on fait. Non, il y a quand même des impondérables. Il y a des choses adverses. Il y a une autre voiture qui arrive en face. Ben voilà. Donc on connaît le bien, mais les passions... L'ignorance fait que c'est brouillé. On ne peut pas accomplir le bien. Sur Terre, nous sommes brouillés. C'est-à-dire que c'est pas clair. L'humanité n'est pas claire. Alors, il y a des chercheurs, il y a des savants, il y a des écrivains, il y a des illuminés. Ah si, il y a des gens qui sont illuminés et qui savent le bien. Voilà. Qui disent le bien, c'est ça. Le mal, c'est ça. Faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Bah, ceux-là, bon, je sais pas où ils ont vu la vérité, mais cette vérité-là, moi, je ne la connais pas. Dans votre film, il y a une dimension complètement irréelle parce que justement, il y a du Star Wars dans ce film. Donc, il y a une cathédrale qui est transformée en vaisseau spatial. Il y a des sabres laser. Des têtes sont découpées avec ces sabres laser. Tout à coup, les gens sont pris presque de posture mécanique et prête allégeance au mal ou au bien. On voit bien qu'il y a une intrusion de l'irréel. En quoi cet irréel-là vous permettait de soutenir cette vérité, permettait de dégager cette vérité-là le bien est trop embrouillé pour l'atteindre tel quel. D'essayer de façon amusante de rendre visible ce bien et ce mal dont nous parlons, qui n'est pas visible. Voilà. Donc vous avez des chevaliers qui arrivent sur Terre et qui effectivement tentent de prendre possession des humains. Et donc c'est pour ça que la plupart des personnages du film sont à moitié humains. Ils sont même plus humains en fait. Ils sont en train de devenir infernaux ou de devenir des anges ou de devenir des gens bien. Mais c'est pas très loin de la vérité en fait. C'est un peu ce qui se passe, quoi. Il y a des gens très mauvais. Il y a des gens qui décident de rentrer en guerre, de tuer des populations. Vous voyez, le réel répond à la question, mais c'est toujours des chevaliers. Il y a toujours des gens qui pensent que il faut détruire l'autre. Mais c'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça, quoi. Il y a des gens qui pensent ça, qu'il faut tuer. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pareil. Je vais pas vous poser la question. Non, mais j'en sais rien. Je le vois. Je vois qu'il y a un désir suprême. Et pourquoi l'avoir fait passer à travers des moyens irréels si justement, en fait, au quotidien, c'est ce qu'on voit? Oui, mais je pense qu'il y a des moyens. Il y a ce qu'on appelle la civilisation. C'est-à-dire qu'on peut s'humaniser par la civilisation, par la culture, par l'art. Mais là, il faut régénérer ça tout le temps. C'est-à-dire, toutes les générations, il faut leur redonner une dose, en fait. C'est-à-dire c'est pour ça que le progrès n'existe pas. Il faut leur redonner quoi? Une dose de mythe avec un rappel Ce sont des sauvages, c'est-à-dire qu'il faut les réhumaniser par la culture, par l'art. Vous faites un travail de réhumanisation? Oui, c'est le travail de la culture. C'est-à-dire que les petits-enfants qui arrivent sur Terre, c'est comme l'enfant sauvage. Alors, ils sont très gentils, ils sont très beaux, mais en même temps, on sait qu'ils ont une puissance aussi à faire le contraire. Donc, il faut les éduquer. Pour autant, est-ce que vous diriez que vous proposez un cinéma, Bruno Dumont, qui soit pédagogique? Il y a quelque chose de pédagogique, mais il ne faut pas que ce soit embêtant, quoi. Pas didactique ou scolaire, ouais, voilà, comme quand vous étiez prof. C'est embêtant. Voilà. Moi, je ne suis pas didactique, c'est-à-dire que pourtant, j'étais prof, hein, donc je sais. Vous étiez un bon prof, d'ailleurs? Ah, j'étais prof, oui. Mais un bon? Ah ça, c'est pas moi de le dire, madame. Je sais pas. Moi, j'essaie toujours, voyez-vous, et c'est peut-être là mon problème. J'essaie de ne pas fabriquer un film en me disant, voilà, je vais vous faire rire. Je me dis, avez-vous le temps de venir derrière moi avec cette caméra? Et moi, voyez-vous, ce qui me fait rire, c'est ça. Peut-être que ça va vous faire rire aussi. Alors ceux qui participent à cette invitation
n'attendent pas autre chose. Ceux qui ont l'habitude de dire, voilà, moi je suis dans les films où on vient en disant, moi je suis le petit rigolo de la soirée, rassurez-vous, je vais être très drôle, ce que l'on fait aujourd'hui et qui fait partie un peu d'un plan publicitaire. Si vous ne l'aviez pas reconnu, Bruno Dumont, cette musique, vous y êtes, c'était le réalisateur Jacques Tati, bien sûr, dans Radioscopie sur France Inter en 1974. Est-ce que c'est vrai que Jacques Tati fait partie des réalisateurs que vous avez le plus regardé, donc vous avez le plus regardé les films? Tout à fait. Quand j'étais étudiant, il y avait un ciné-club et c'est là où j'ai découvert Tati et j'ai dû voir mon oncle à peu près 20 fois, 30 fois. J'adorais, quoi. C'était vraiment un univers. C'est vraiment du cinéma tel qu'on vient d'en parler, c'est-à-dire c'est réel mais en même temps c'est irréel. Donc cette espèce de mélange des deux, c'est un enchantement, quoi. C'est toute la poésie et c'est vraiment... je veux dire, les humains sont pas nuls. Regardez, on a Jacques Tati. Jacques Tati, il est pas nul. Hein. Donc voilà un bon exemple de génie, si vous voulez qu'on donne le mot à un cinéaste. Et puis Jacques Tati est drôle. Ah oui. Vraiment très drôle. Très drôle. Et vous aussi, Bruno Dumont, vous êtes drôle. J'espère, mais oui. Puis le Tati est drôle parce qu'il est fin, quoi. C'est très fin ce qu'il fait. Puis il y a une bande son là qui marche dans un sens, l'image qui va de l'autre côté. Donc c'est très brillant, quoi. Même c'est un comique très très intelligent. Je trouve, Tati. Est-ce que c'est vraiment Mon oncle que vous préférez comme film de lui? Parce qu'il en a fait très peu, il en a fait 6 ou 7 de films, Jacques Tati. Il y a des films qui sont plus critiques. Ouais, non, j'aime peut-être moins les derniers, qui sont pas forcément les Time, plus Trafic. réussis. Ouais, voilà, mais bon, j'aime bien Monsieur Hulot, tout ça. Vraiment, je suis partant, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, Bruno Dumont, que vous avez choisi le rire en cours de filmographie, en cours de parcours? C'était pas prévu. C'est-à-dire, c'était quand j'ai fait Camille Claudel avec Juliette Binoche, on était... Qui n'est pas un film drôle. Voilà, justement. C'est pour ça que... Et on a ri à un moment donné, et c'est Juliette qui a eu un fou rire dans un moment qui ne s'y prêtait pas. Et je me suis dit, mais il y a forcément une voie, quoi. Le tragique, il est pas fermé au canal comique, et je me suis aperçu qu'en fait, c'est un curseur. C'est pour ça que je compare souvent à la trombone à coulisses. C'est-à-dire la coulisse bouge. Donc, si vous saturez le tragique, vous tombez dans le comique, en fait. Il est juste à côté. En fait, ça monte et ça descend. Et pour moi, cette découverte était une révélation. C'est-à-dire, ça ouvre un champ, à la fois une possibilité d'aller dans le pur tragique, parce que j'adore le tragique, mais le comique est juste à côté. Et ça crée un trouble. C'est très troublant, hein, surtout dans Camille Claudel, on avait fait avec les patientes une petite représentation très théâtrale de Don Juan. Bah, c'était drôle, c'est pas drôle non plus. C'est-à-dire qu'on n'avait pas envie de rire parce que... Mais Juliette Binoche, on la voit esquisse un sourire et puis se referme tout de suite. Donc ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire le fou fait rire et ne fait pas rire. Et c'est très troublant. Donc, si je vous suis bien, Bruno Dumont, il n'y a pas d'un côté le comique, de l'autre côté le tragique. Non. Il faut aller jusqu'au bout du tragique pour trouver Ce sont des degrés, en fait. Donc, en fait, on ne pourrait pas dire que tout à coup, il y a eu une bascule chez vous, où tout à coup, vous vous êtes dit, à partir du Petit Quinquin, après Camille, avec le Petit Quinquin et après Camille Claudel, donc on était il y a 10 ans, en 2014, que vous alliez devenir drôle. Vous êtes dit, je vais être encore plus tragique. Oui, voilà. Je m'aperçois quand même que mon cinéma s'est un peu désinhibé, qu'il est prêt à la fantaisie. Et je pense que c'est cette fantaisie qui a ouvert la vanne du comique, qui était juste là. Et aujourd'hui, j'y vais franchement. Mais mon prochain film sera pas drôle, par exemple. Ce sera pas drôle du tout. Du tout. Mais est-ce que vous avez eu l'impression aussi de vous ouvrir au moment où vous parlez de Juliette Binoche? C'était votre premier film avec une actrice professionnelle. Vous parlez de l'ouverture au rire. Oui, tout à fait, oui. Et donc, est-ce que vous pensez qu'en fait, vous avez clairement embrassé à ce moment-là ce que vous disiez au début, à savoir le divertissement, de vous dire, maintenant, je ne veux plus faire forcément un Non, mais j'avais une mauvaise expérience des acteurs professionnels quand j'ai commencé. C'est-à-dire que
ils me prenaient de haut. J'aimais pas leur contact. C'était des gens que je trouvais méprisants, arrogants, hautains. Donc, je suis très vite parti sur les non professionnels. Et tout d'un coup, avec Juliette d'ailleurs, j'ai fait une rencontre et j'ai changé d'avis. Mais je m'aperçois quand je travaille avec Fabrice Lucchini, avec Léa Seydoux, etc. En fait, je travaille avec leur nature, en fait. Donc je travaille comme avec des non-professionnels. Donc ce sont des gens comme les autres. Et maintenant, j'ai grand plaisir à travailler avec eux. Mais quand je mets en scène Léa Seydoux, en fait, c'est Léa Seydoux comme c'est Brandon Lavig dans Vous partez de ce que vous connaissez d'eux, en fait. C'est-à-dire, je ne veux pas de leur... Bon, vous voulez pas du jeu. Voilà. Mais Juliette n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas que je dise ça. Parce qu'elle me dit, non, c'est mon métier. Et donc, parce qu'elles se sont attaquées sur son jeu. Oui, on s'attaque. Non, mais on se disputait. Et moi, je dis, mais Camille Claudel, elle est en toi. Moi, je vais faire Camille Claudel à partir de toi. Et en discutant avec elle, elle me dit, j'apprends qu'elle a le poster de Camille Claudel depuis son adolescence. Avec Adjani, le film avec Adjani. Non, le vrai poster de ah oui, Camille d'accord, Claudel, ok. Donc j'ai dit, tu vois, Camille Claudel est en toi. Et donc, et après, donc je l'ai dirigée à partir d'elle, mais elle était réticente, elle voulait toujours. Mais bon, voilà, mais elle a raison. Je dis, de toute façon, elle a raison de se défendre. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas dans le jeu? L'artifice. Mais là, dans l'Empire, il n'y a que de l'artifice. Oui, non, mais il y a de l'artifice dans les moyens que j'utilise, mais les acteurs sont très naturels. Moi, j'aime bien le naturel. J'aime pas que ça sente le théâtre. Mais par exemple, vous avez parlé à un moment donné des chevaliers autour du Marga. Voilà, du Marga, qui sont réunis à cheval autour de Johnny. Et là, ils disent un texte et vous avez gardé les moments où ils se reprennent, les moments où ils hésitent. Voilà. Donc ça pourrait presque montrer qu'il y a du jeu puisqu'ils ont récité quelque chose. Parce que dans la réalité, il y a toujours des accidents, il y a toujours du bruit, il y a toujours des hauts, des bas. Il y a que dans les purs que c'est bien. On fait voilà. Et moi, ça me dérange pas qu'un acteur coince. Je trouve ça beau même, qui coince. Voilà, qui grippe un peu. Moi, ça me touche. Donc je laisse tourner la caméra et je peux monter ça. C'est-à-dire que ça n'empêche pas que ce soit. Voilà, je trouve que c'est beau. Et puis, dans cette même scène-là, alors il faudra que les auditeurs et auditrices aillent voir absolument votre film pour voir de quelle scène je parle, mais donc il y a cette scène, effectivement, où ils sont réunis, où on entend qu'ils récitent un texte avec tous les accidents que ça comprend de reprises, mais on voit aussi, en fait, que là où vous êtes quand même peut-être attaché au jeu, c'est qu'en fait, on voit qu'ils rejouent une scène qu'on ne cesse de jouer nous-mêmes, c'est-à-dire un jeu, une place à occuper, un rôle à jouer quand on est avec d'autres, face à d'autres. Ça aussi, ça vous intéresse, par contre, de révéler tout ce qui est on joue le simulacre. On joue tous. Moi, là, je joue au réalisateur, là, vous jouez à la journaliste. On est tous en train de jouer, hein. On a tous un rôle social, et c'est du jeu. En fait, c'est du jeu. On est tous dans un petit théâtre. Et vous voulez... Est-ce que c'est une manière de le critiquer, ça, ou de dire, regardez, en fait, on est tous des pantins, il y a les grands. Non, mais pourquoi dire non? Pourquoi vous soyez des pantins? Quand je dis théâtre, c'est pas péjoratif. Même si on joue, on joue. C'est pas parce qu'on joue qu'on est des pantins. Je pense qu'on a... Parce que pour vous, dans le jeu, il y a quelque chose de faux, alors qu'on pourrait très bien dire que dans les rôles sociaux qu'on a, on pourrait être... Mais on a la liberté, il y a surtout la liberté. Il y a des fils, on est tenu par des fils, parce qu'on a une nature, on a un corps, on dépend de notre corps, on vieillit, etc. Bon, bien sûr qu'on ne peut pas voler. Je voudrais bien voler, mais je ne peux pas voler. Donc on a des ficelles, mais on a aussi une autonomie incroyable. Donc moi, j'ai vraiment pas une vue des gens comme si tous les gens étaient des espèces de marionnettes, etc. Pas du tout. Au contraire, je pense qu'on est libre et on a une responsabilité immense devant cette liberté qu'on a, justement. On est responsable pour beaucoup parce qu'on a cette liberté d'entreprendre, de dire, de faire. Moi, j'aime bien l'action. On se définit dans l'action. Voilà. On est ce qu'on fait. On est ce qu'on joue. Voilà. Alors, on peut raconter tout ce qu'on veut. Moi, j'écoute souvent des gens qui disent ceci, cela, etc. Des cinéastes qui disent « Ah, moi j'adore Dreyer, j'adore Bergman, etc. » Mais quand on voit leurs films, on se demande pourquoi ils disent ça, parce que c'est absolument pas là, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est ce qu'on fait. On peut avoir des modèles et échouer ouais, bon, d'accord, voilà. Mais bon, Vous êtes dur. Je suis exigeant, oui, peut-être.
Et vous avez raison sur l'action, parce qu'il y a une grande partie aussi des scènes qui ne sont pas parlées, en fait, dans vos films. Une grande partie de scènes qui ne sont pas parlées et qui sont dans l'action, où en fait on voit juste des gens qui... Et puis je pense qu'il y a le cinéma, il a une possibilité justement de ne pas dire et de montrer. Et mes acteurs sont souvent taiseux parce que justement le paysage est là pour finir, quoi. La caméra, elle peut se retourner, elle peut montrer le paysage dans lequel le personnage est enchâssé, et ça en dit très long, par exemple, sur ce qu'il est en train de vivre. Donc c'est quand même un art de l'image. Donc c'est pas un art de la vie. La vie. Ou du discours, en tout cas. Ça, c'est clair que c'est pas des discours. Moi, le cinéma réel, sociologique, tout ça, ça m'intéresse pas du tout, quoi. La vie, on la voit très bien, la vie. Mon cinéma, c'est pas la vie du tout. Ça a l'air. Alors c'est un peu. Mais attendez, vous me dites que c'est pas la vie. Vous me dites que ça parle du bien et du mal. C'est ça la vie. Mais c'est comme Tati, c'est-à-dire on recourt par une représentation pour représenter la vie. De toute façon, on parle de la vie. Moi, je parle du présent, mais par des chemins de traverse. Et si vous regardez bien, il manque des choses, en fait. Tout n'est pas fini, etc. Donc, il y a l'impression de réalité qui est forte, parce que c'est des vrais paysages, c'est des vrais gens, etc. Mais n'oubliez pas que le cinéma, c'est faire du vrai avec du faux, quoi. Tout est faux, en fait. Dans un monde désacralisé comme le nôtre, le sacré est surtout présent et actif dans les univers imaginaires. Mais on commence à se rendre compte que les expériences imaginaires sont constitutives de l'être humain au même titre que ces expériences diurnes. Dans ce cas, la nostalgie pour les épreuves et les scénarios initiatiques, nostalgie déchiffrée dans tant d'œuvres littéraires et plastiques, révèle le désir de l'homme moderne d'un renouvellement définitif et total, d'une rénovation qui puisse transmuer l'existence. L'historien des religions et des mythes, Mircea Eliade, c'était en 1979, Bruno Dumont. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Mircea? Il dit deux choses dans cette archive. Il dit d'abord que le sacré n'a pas disparu d'un monde pourtant désacralisé. Tout à fait. Moi, j'ai beaucoup lu Mircea Eliade, et c'est lui qui m'a appris ce que c'était que le sacré, et notamment ce que c'était que le profane. Et comment le profane, c'est le sacré. Alors dites-nous, nous qui n'avons pas lu moi qui fais du cinéma, je peux vous dire que quand je filme un champ de pommes de terre, une fois qu'il est filmé, c'est plus un champ de pommes de terre. Voilà. C'est comme les souliers de Van Gogh. Quand vous regardez les souliers de Van Gogh, c'est plus des souliers. Ce sont des souliers qui sont transfigurés par la peinture de Van Gogh. Le cinéma, il transfigure ce qu'il tourne. Donc moi, je suis toujours en train de transfigurer. C'est pour ça que je peux filmer petit, parce que ça va être grand. C'est-à-dire que la caméra va transcender ce qu'elle filme, parce que je crois à ça, hein. C'est une croyance en fait. Hein. Donc on parle de sacré, donc... Oui, non, mais ça veut dire qu'il y a la dimension sacrée, elle est contenue dans la réalité modeste et profane du commun. C'est pour ça, quand j'ai fait La vie de Jésus, j'appelais ce film La vie de Jésus, j'ai pas filmé Jésus, j'ai filmé un gars du Nord, comme ça, qui était là, qui était un homme ordinaire, mais qui a été sacralisé par la caméra, d'autant plus qu'il était mauvais. Et en plus, j'ai sacralisé le mal. Vous voyez où ça va. Donc ça va très loin. Est-ce qu'il suffit de prendre une caméra pour transfigurer un champ de pommes de terre? Si moi je le fais. Pourquoi pas? Mais en même temps, est-ce qu'il suffit de la caméra pour cette transformation-là? Non, il faut autre chose. C'est un art de l'arrangement. Le cinéma, c'est l'art des plans. C'est-à-dire, c'est l'art d'associer un plan puis un autre. En fait, c'est des combinaisons. Donc, il faut associer. C'est-à-dire, il faut à la fois faire un plan de... Moi j'ai vu, il faut faire un plan, après, il faut peut-être mettre un homme qui marche dans le champ. Alors après, c'est ce que j'avais fait quand j'avais fait l'Humanité. Donc après, peut-être qu'il faut filmer ses pieds. Peut-être qu'il faut filmer la terre qui s'accroche à ses pieds. Et comment on sait ça, justement? Et en même temps, peut-être qu'il faut remonter plus haut pour voir son visage quand il marche sur la terre et que ses chaussures sont terreuses. Donc c'est plutôt c'est un art de la combinaison des plans entre eux. Il faut que les plans soient heureux entre eux, en fait. C'est comme des notes. Vous associez des notes. Voilà, il faut que ça sonne juste. En fait, c'est comme un piano, c'est-à-dire vous pouvez faire des bons accords. Et il y a des plans qui s'accordent bien.
Pourquoi, je ne sais pas. Et comment on arrive à réaliser ça quand on est spectateur ou réalisateur, que cet arrangement est le bon? Parce qu'il y en a plein qui prennent la caméra. Enfin, il y en a plein. Il y en a. Mais d'abord, le cinéma, c'est la liberté. Donc, moi, je vous parle de mon travail. On peut faire tout autrement. Il y a tous les styles possibles, inimaginables. Et dès lors, on a du sacré. Donc, l'art est Non, ici il y a des gens qui se foutent totalement du sacré. Oui. Non, c'est pas... Ça, c'est vous qui y tenez, Ouais, c'est ça. moi, ça m'intéresse, mais tous les cinéastes ne sont pas intéressés par ça. On est libre. Après, je pense que tout art, c'est l'art du spectateur. C'est ce que disait Chaplin, je dirais, un bon cinéaste comme un bon boulanger. C'est quoi un bon boulanger? C'est pas tellement quelqu'un qui sait faire du pain, c'est surtout quelqu'un qui connaît le goût des gens. Qui connaît la nature humaine, on en revient là. Qui sait comment accorder la mie et la croûte avec le palais de la personne qui va l'acheter. Et moi, mon travail, c'est plutôt dans la connaissance du spectateur, mais donc c'est la nature humaine. Donc je parie sur le spectateur. Ouais. Et je prends tous les risques. C'est-à-dire, je cherche pas à lui faire coucou, etc. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours frappé par ce que disait Proust, qui disait, moi, j'écris pour moi. J'écris pour moi. Ça veut dire qu'il pense que l'exigence qu'il a lui-même de l'écriture, c'est un pari sur la nature humaine. Donc, je n'écris pas pour vous, j'écris pour moi. Et en écrivant pour moi, j'écris pour vous. Mais sûrement mieux que ceux qui écrivent pour vous, uniquement pour vous plaire. C'est pour ça qu'on peut penser qu'on peut écrire pour soi et qu'on peut filmer pour soi et qu'en filmant pour soi, finalement, il n'y a pas meilleure façon de filmer pour les autres. On parlera dans une autre émission, Bruno Dumont, de la deuxième chose que disait Mircea Eliade dans cette archive, à savoir que se sacraliser apparaissait à travers des scénarios initiatiques, mais il me semble que c'est quand même le sujet de l'Empire. Merci beaucoup, Bruno Dumont. Votre film L'Empire est à découvrir mercredi prochain dans les salles. C'est moi, merci beaucoup. Nous parlions tout à l'heure de dilemme. Je ne sais pas si ça en sera un pour vous, Bruno Dumont, mais vous devez faire un choix entre deux chansons pour terminer cette émission. Une chanson sur l'Empire ou une chanson sur le Nord. Laquelle voulez-vous écouter? L'Empire ou le Nord? Oui. Eh ben, allons-y. Depuis que Eddie Mitchell est allé à Nashville, tous les rockers français ont carrément flippé. Ils ont pris leur guitare et ont quitté Belleville pour aller faire du rock là-bas aux USA. Ils font du rock'n'roll à Memphis, Tennessee, avec des musicos qui assurent comme des bêtes. Ils vont à New Orleans ou à New York City pour trouver le meilleur feeling de la planète. Mais moi, pour m'éclater, pas besoin d'aller si loin, je joue du rock'n'roll à Lille, au Bétourcoing, avec deux, trois copains aussi mauvais que moi. On assassine Mozart, Beethoven et Chuck Berry, avec le gros Lulu et sa guitare en bois. On fait du rock'n'roll qui est carrément pourri, dans les bouges de Lille, les bistrots de Tourcoing, où la bière coule à flot sur les tonnes de frites. On fait danser le twist et le rock aux copains, en jouant les vieux tubes de Johnny et d'Elvis. On a des blousons de cuir et des vieux mocassins. On fait du rock'n'roll à Lille, au Bétourcoing. Renaud Chimiroc, on se quitte avec cette chanson. Encore merci à vous, Bruno Dumont, et un grand merci à l'équipe des Midis de Culture qui sont préparés par Candice Bergeron, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delacelle. Réalisation Félicie Faugère, prise de son Ludovic Augier. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain. À demain Géraldine.